Depuis plus de 40 ans, Park Tae-won vit au rythme de la mer. Tendez la corde. Un peu de force. La météo est très bonne aujourd'hui. La mer est calme. C'est une journée qui s'annonce facile. Tous les jours, il prend le large au lever du soleil pour aller pêcher la pieuvre. Derrière lui, le pêcheur laisse les côtes embrumées de son île natale, Yeonpyeong, un territoire à la situation géographique pour le moins singulière. Ça, c'est la côte sud-ouest de la grande île de Yeonpyeong. Nous allons ici, plus au nord. La Corée du Nord se trouve à 3,5 km de la côte ouest de Yeonpyeong. Nous sommes donc extrêmement proches. Par beau temps, on peut voir leurs canons prêts à tirer. À l'horizon ce matin, c'est le calme plat. Rien ne laisse deviner les tensions qui règnent de toutes parts. Il s'agit d'une zone extrêmement dangereuse, car la Corée du Nord ne cesse de menacer nos îles du Nord-Ouest. Il faut toujours faire attention. Ces derniers jours, Kim Jong-un a parlé d'un lance-roquettes multiple. Les militaires qui protègent les îles du Nord-Ouest, et celle de Yeonpyeong en particulier, sont en état d'alerte. La frontière maritime, contestée par Pyongyang qui la veut bien plus au sud, est une source intarissable de conflits. Dans cette zone à haut risque, l'accès est limité et contrôlé de près par les autorités sud-coréennes. Je suis surveillé en permanence. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont posté les gardes-côtes à cet endroit? Vous voyez le bateau à côté? Il me fatigue. De là-bas, vers l'ouest, il y a une ligne de démarcation visible sur le GPS. C'est ça la frontière. Mais lorsqu'il y a du vent, on est emporté par les flots. Dans ce cas-là, on doit se justifier. Et les gardes-côtes doivent même faire un rapport à la marine et expliquer pourquoi on a dérivé. La Corée est un pays libre. Nous sommes un peuple libre. Et je suis convaincu que personne n'a le droit d'interférer dans nos vies. Mais à Yeonpyeong, nous sommes dans une zone spéciale. On est sous l'autorité militaire. Ici, la priorité, c'est l'armée. Yeonpyeong, un territoire d'à peine plus de 7 km² où stationnent 1200 soldats, soit près d'un tiers de la population. À chaque coin de rue, des installations militaires, des patrouilles et des caméras de surveillance suggèrent la menace permanente du voisin nord-coréen. Depuis la division des deux Corées en 1945 et le rattachement de Yeonpyeong à la Corée du Sud, l'île a été le théâtre de plusieurs affrontements militaires. Aujourd'hui, cette île ultra-militarisée est devenue le point névralgique du conflit intercoréen. Pas de quoi décourager les visiteurs. Tous les jours, 2 bateaux circulent entre Yeonpyeong et le continent. À leur bord, des résidents, Attention la descente. mais aussi des touristes venus de tout le pays. Ce matin, ils sont 40 à avoir fait le voyage depuis Séoul. Tout ce quartier a été bombardé? Ah, le bâtiment là-bas a été touché. Ces maisons ont été reconstruites après le bombardement? Non. Non? Il n'y a que ce côté qui a été touché. Ah, seulement là-bas? À leur arrivée, les touristes découvrent un quartier bombardé par la Corée du Nord en 2010. L'attaque, menée à la suite d'une escalade militaire entre les deux Corées, avait fait 4 morts sud-coréens, dont 2 civils. À l'époque, cette maison était habitée. La mère était en train de faire le ménage quand elle a reçu un appel de sa fille qui pleurait. « Maman, maman, ce sont des obus tirés depuis la Corée du Nord. J'ai peur, viens me chercher. » Au moment où la mère est sortie de chez elle, un obus est tombé dans son salon. Sa fille l'a sauvée. Mais c'est un traumatisme qui l'a marquée dans sa chair et depuis qu'elle a été évacuée sur le continent, elle n'est jamais revenue à Yeonpyeong. Ces touristes l'avouent, difficile de prendre la mesure du conflit quand on habite les grandes villes aseptisées de la péninsule.
C'est différent de voir ça en personne et non à travers les médias. On ne se rend pas vraiment compte de la situation ici. Ça nous ouvre les yeux. Il ne faut surtout pas que ce genre de tragédie se répète. J'aimerais que les deux Corées puissent vivre en paix. Au cours de la visite, les touristes sont également accompagnés par des résidents de Yeonpyeong, venus partager leur expérience personnelle. Si jamais vous avez des questions au cours de votre visite, n'hésitez pas à vous adresser à nous. Elle, c'est ma femme. On répondra à toutes vos questions. Originaire de Yeonpyeong, Kim Gi-ho et sa femme ont été les témoins de la transformation progressive de cette petite île. À l'époque aussi, il y avait beaucoup de personnes âgées sur cette île Oui, et des jeunes. il y avait beaucoup de jeunes à cette époque, vraiment beaucoup. Puis, après les attaques de 2010, leur nombre a chuté drastiquement. Pour les parents, les enfants sont comme la prunelle de leurs yeux, donc ils ne veulent pas les garder à l'école ici. Ils les envoient tous sur le continent. Le 5 janvier dernier, nous avons dû nous abriter dans les bunkers. Ah, on entend les missiles tirés par la Corée du Nord? Non, ça c'est nous qui tirons depuis le sud. Ça me fait froid dans le dos, tous ces bombardements. C'est impossible de vivre ici. Les attaques de 2010 ont laissé des séquelles indélébiles sur Monsieur et Madame Kim. Pour eux, chaque bruit, chaque détonation résonne comme l'annonce d'un danger imminent. En cas d'attaque, ils doivent être prêts à se réfugier en lieu sûr. C'est une question de survie. Il faut trouver un refuge le plus vite possible. Dans ce village, nous avons 20 abris temporaires comme celui-là. Mais si vous comptez ceux le long des routes sur la montagne, il y en a environ 80. L'île compte également 8 bunkers aménagés par le gouvernement et pouvant accueillir plus de 200 personnes chacun. Les Kim, eux, bénéficient d'une situation privilégiée. L'abri le plus proche se trouve juste en dessous de chez eux. Nous utilisons cet endroit comme entrepôt. Mais en cas d'urgence, cela nous sert aussi de bunker. Ça a été construit en béton par les militaires autrefois. L'épaisseur du ciment est d'au moins 60 cm. Même si la bombe atomique nous tombait dessus, on pourrait survivre en se réfugiant à l'intérieur. Lors du bombardement de 2010, nous nous sommes mis à l'abri ici avec les enfants de l'école maternelle voisine. Nous nous sommes cachés dans cette pièce et dans la chambre à côté. Nous étions environ 100 personnes. Les enfants avaient très peur. Mais les adultes étaient là et on se réconfortait les uns les autres. Nous y avons passé la nuit. Puis le lendemain, beaucoup sont sortis de l'île avec des bateaux affrétés en urgence. Le port ressemblait à une vraie scène de guerre. J'ai compris comment, pendant la guerre de Corée, des familles entières ont été séparées. Aujourd'hui, le rapport de ces insulaires à leurs voisins belliqueux est complexe. Ici, 30% de la population est originaire de Corée du Nord. Avant de se retrouver sous la frontière du 38e parallèle, Yeonpyeong et ses îles alentours étaient en effet rattachés à la province de Hwanghae, en Corée du Nord. Monsieur Kim, un militaire à la retraite, y a lui aussi ses racines. Notre génération est très différente de celle de nos parents. Eux étaient nostalgiques de la Corée du Nord et rêvaient d'y retourner. Ils avaient souvent gardé de la famille là-bas. Les tombes de leurs ancêtres étaient de l'autre côté de la frontière. Mais nous, on nous a lavé le cerveau avec une éducation anticommuniste depuis notre enfance. On a reçu une formation militaire au lycée, donc on a un a priori négatif sur le Nord. Depuis la fin de la guerre de Corée, notre pays a été gouverné par les conservateurs. Dans les manuels scolaires, dans des cours spécialisés, on apprenait par cœur « À bas les communistes »,« À bas Kim Il-sung »,« Chassons les barbares du Nord ». Et puis, il y a la génération de nos enfants.
Eux, ils ne considèrent même pas les Coréens du Nord comme des compatriotes. La Corée du Sud et la Corée du Nord sont juste deux pays différents. À la différence de nous, ils ne se sentent pas concernés par la question de la réunification. Selon les derniers sondages, 60% des jeunes Sud-Coréens estiment que l'unification des deux Corées n'est pas nécessaire. Si la division de la péninsule s'accentue au fil des ans, à Yeonpyeong se trouvent quelques rares lieux de convergence entre les deux pays. Tous les mois, ce chercheur débarque sur l'île, armé de sa pince et de son sac plastique. Comme à chacune de ses visites, le professeur Kang se dirige vers les plages du nord-ouest de la région. Grâce à leur situation géographique, elles sont un terrain d'observation exceptionnel pour les spécialistes de la Corée du Nord. Je mets 12 heures pour venir ici, mais ça vaut le coup parce que c'est un des seuls endroits où je peux trouver des objets nord-coréens et observer la Corée du Nord. Les côtes nord-coréennes sont bien plus proches de Yeonpyeong que celles du sud. Tous les jours, la marée brouille les frontières et dépose sur ces plages des déchets venus de l'autre côté de la démarcation. D'ici, on voit bien le territoire nord-coréen, mais on ne peut pas voir comment vivent ses habitants. Ces déchets, ce sont les indices de leur quotidien. Ils nous permettent de comprendre leur manière de vivre, c'est pour ça que je viens souvent ici. Ça, c'est du lait aromatisé à la pêche venu de Corée du Nord. C'est un des emballages que l'on trouve le plus souvent sur les plages du Sud. Celui-ci date de 2017, il n'est pas en bon état. En Corée du Sud, il est rare de trouver du lait dans des emballages en plastique. Nous avons un système de réfrigération qui permet de le conserver dans des briques en papier. Ces sachets en plastique suggèrent que le système de réfrigération n'est pas aussi performant en Corée du Nord. Après 1 heure de fouille, le professeur Kang fait le tri de son butin, un travail qu'il documente sur les réseaux sociaux. Nous ne savons pas grand-chose de la Corée du Nord. Les informations sont limitées. Mais il est important de bien comprendre ce qui s'y passe pour pouvoir envisager une réunification future. Cette question n'intéresse que peu de monde chez nous. C'est pour cela que j'utilise des plateformes sur lesquelles je peux m'adresser au grand public et le sensibiliser en partageant des contenus liés à la Corée du Nord. Mon travail, c'est de trouver les traces de vie de l'autre moitié de ce pays divisé. J'espère que cela aidera à tisser des liens entre les deux Corées. Réunifier les deux Corées. Vu de Yeonpyeong et des îles alentours, c'est une tâche qui paraît presque impossible. Les liens ancestraux qui rattachent ces territoires à la Corée du Nord ont souvent été mis à l'épreuve au cours de ces dernières décennies. Les populations locales n'ont pas seulement souffert des affrontements militaires, mais aussi d'une intense guerre idéologique. La plupart de ces blessures sont restées béantes. L'activiste Pion et l'avocat Lee sont spécialisés dans la question des droits de l'homme. On n'est pas assis à côté. C'est pas grave. Ce matin, ils se rendent à Baekhyongdo, une île à quelques kilomètres à l'ouest de Yeonpyeong. Ils enquêtent sur une affaire longtemps restée dans l'ombre, celle des pêcheurs enlevés par la Corée du Nord dans les années 60 et 70. Il y a toujours eu beaucoup de pêcheurs dans la région. Mais à l'époque, la frontière maritime n'était pas claire. Et il était fréquent qu'ils se fassent capturer au cours de leur sortie en mer.
Selon des pêcheurs revenus au sud, les Nord-Coréens les ont enlevés pour faire la propagande de leur régime. Ils leur ont montré des merveilles de chez eux, leur ont offert de bons repas et les ont emmenés dans de beaux bâtiments. Plus de 3700 pêcheurs ont été enlevés le long de la frontière. Relâchés au bout de quelques mois, rares sont ceux qui ont raconté leur détention. Leur séjour au nord, bien qu'involontaire, les rend suspects aux yeux de Séoul. À peine libérés, ils deviennent la cible d'une campagne de propagande orchestrée par le Sud anticommuniste. À leur libération, ils sont traités d'espions par le gouvernement sud-coréen et jugés coupables lors de procès fantoches. Il s'agit d'accusations erronées et injustes, assénées à partir de preuves falsifiées. Ces faits ont été mis en lumière récemment et le cas de ces pêcheurs est réexaminé en justice. Nous accompagnons les victimes dans le réexamen de leur dossier et une fois qu'elles sont reconnues non coupables, nous les aidons à recevoir une indemnisation du gouvernement. Pour rouvrir les dossiers, il faut d'abord combler les lacunes de l'histoire. Mais la tâche s'avère difficile. Les pêcheurs, traumatisés par le traitement qu'ils ont subi au nord puis au sud, se sont murés dans le silence. Même leurs familles ignorent les détails de leur détention. Mon mari a été enlevé. Oui, parlez-nous-en. Il était capitaine du bateau et il a été capturé avec son équipage. À son retour, il n'a pas vraiment raconté ce qui lui est arrivé. À l'époque, parler de la Corée du Nord pouvait poser des problèmes. Il a dû avoir peur. Au fil des rencontres, les deux hommes tentent de retrouver les pièces manquantes de ces affaires tombées dans l'oubli. Il doit être indiqué quelque part que sa femme, c'est Lee Sun-jong. Un instant. Ah, c'est ici. Où ça? Ah oui, le 27 septembre 1938, c'est exact. Ces documents ne sont pas numérisés. Comme tout est manuscrit, ça a dû être difficile de les obtenir. Le défi, c'est que nous manquons de documents. Même si la police a torturé les détenus, ce n'est évidemment pas signalé dans les rapports. Mais avec un peu de chance, on peut tomber sur un document avec des indices de ce qui s'est passé. Si jamais on trouve des preuves et qu'un réexamen du procès est possible, la procédure peut prendre entre 3 et 5 ans maximum. Nous allons faire de notre mieux. Vous pouvez compter sur nous. Merci. Au revoir. Nous vous tiendrons informés. Les pêcheurs ne sont pas les seules victimes de ces procès. Les accusations d'espionnage ont eu un impact sur toute leur famille. Un demi-siècle après les faits, elles commencent à peine à sortir de leur silence. L'une d'entre elles vient de contacter M. Pion et son collègue. Les pêcheurs font partie de la population la plus faible, la moins éduquée et la plus marginalisée du pays. C'est déplorable que ces gens-là aient été utilisés à des fins de propagande pour appuyer une certaine idéologie. Selon moi, il faut résoudre ce problème des pêcheurs enlevés pour montrer que le gouvernement est bien là pour protéger les droits de tous, sans exception. C'est pour cela que je m'obstine à vouloir régler ces affaires. Madame Chuen n'avait que 24 ans en 1970, lorsque son beau-père et son frère sont enlevés par la Corée du Nord. Mon beau-père n'était pas un homme libre. Comment ça? Il ne pouvait pas parler librement. Il avait peur que cela lui pose des problèmes. Il était suivi? Oui, pareil pour mon frère. Un jour, à la sortie de son travail, il a été arrêté et emmené au commissariat et n'a été libéré qu'après 10 jours. Il a été arrêté sans un mot. C'était ça le quotidien des pêcheurs qui revenaient du Nord. Est-ce que les pêcheurs revenaient changés de leur interrogatoire? Ils revenaient apeurés et l'air hagard. À ce point? À leur retour, ces hommes ont commencé à boire de l'alcool, tous les jours.
À l'époque, tous les membres de la famille sont traités de communistes et discriminés au travail. Incapable de trouver un emploi stable, Madame Che multiplie les petits boulots pour s'en sortir. À 78 ans, elle travaille encore dans les rizières pour compléter sa retraite. Ça me fend le cœur. À cause de ces accusations, même mes enfants n'ont jamais pu trouver un emploi correct. Les familles des kidnappés ne se sont jamais plaintes. Et le gouvernement, de son côté, ne s'est jamais intéressé aux personnes enlevées sur cette petite île. Nous étions simplement sortis en mer pour gagner notre vie, mais nous avons dû vivre dans le silence pendant plus de 50 ans. Les victimes sont mortes sans pouvoir obtenir justice. Mais au moins, si on restaure notre honneur, nous en serions reconnaissants. Plus que l'indemnisation, c'est ça qui compte. Il ne faut pas oublier les victimes ni ce qui s'est passé. Comme tous les dimanches, Madame Kim est venue passer la matinée avec les membres de la paroisse de Yeonpyeong. Dans les prières de ces fervents catholiques, le voisin du Nord n'est jamais oublié. Dire la messe en faisant face au Nord a une signification particulière pour nous. Nous prions tous les jours pour la paix entre les deux Corées. Mais parfois, on a beau essayer, il y a des choses que nous n'arrivons pas à réaliser seuls, comme la paix. À chaque fois que la situation s'envenime, ce sont les habitants de cette île qui en souffrent. Pour célébrer l'arrivée du beau temps, l'église de Yeonpyeong a organisé un pique-nique et des jeux de tombola. Des gants en caoutchouc et une boîte à mouchoirs pour vous. Moi aussi, je veux piocher. Un moment d'insouciance au milieu des barbelés et des caméras de surveillance. Sur ces îles perdues au milieu de la mer Jaune, les habitants continuent de subir les conséquences de la guerre froide. Plus de 70 ans après la partition des deux Corées, le quotidien de ces populations frontalières dépend encore largement des relations entre le Nord et le Sud. Alors que les perspectives de réunification s'éloignent au fil des ans, Madame Kim, elle, peut croire que la paix est encore possible entre les deux Corées. Mon rêve, c'est qu'un jour on puisse vivre en toute sérénité. Qu'un jour, nos amis sur le continent cessent de s'inquiéter pour nous, de nous demander comment on fait pour vivre ici. Qu'un jour, on puisse leur répondre que nous vivons heureux et sans souci. J'attends ce jour avec impatience.